Bon, je vais demander on va pas attendre la sonnerie parce que si elle vient pas la sonnerie, c'est comme à l'école normalement, mais là il n'y avait pas de sonnerie. Je vais demander si vous voulez bien aux intervenants de rejoindre la table ronde conclusive de cette journée qui j'espère vous a intéressé, cette journée anniversaire. J'appelle donc messieurs les élus, monsieur Le Bouillonnec. Vous allez introduire, vous avez été le premier président de Paris Métropole, monsieur Jacques J.P. Martin, vous êtes président de l'EPT Paris-Est Marne-et-Bois. Vous avez une obligation qui vous obligera à nous quitter, je crois, vers 17h30. Michel Bisson, vous êtes président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Christian Favier a eu un contretemps et il vous prie de l'excuser de son absence. Vincent Jeanbrun, vous présidez le Forum métropolitain du Grand Paris, vous êtes maire de l'Aille-les-Roses. Et Patrick Ollier, vous êtes maire de Rueil-Malmaison et vous présidez la métropole du Grand Paris. Vous avez cette lourde tâche et vous nous en parlerez. Monsieur Le Bouillonnec, c'est à vous pour introduire le sujet. Ah non, oui, si, c'est à vous. Puis après, il y aura les experts de l'IAU et de la PUR, je n'y arrive pas, de l'Institut Paris Région et de la PUR, qui procéderont à un très très rapide cadrage technique. Monsieur, c'est à vous. Merci. Alors, 7 ans après le livre ouvert sur la gouvernance métropolitaine, où en est-on? Pierre Vels a très subtilement ouvert le débat et immédiatement provoqué chez certains des réactions, ce qui veut dire que cette thématique est bien entendu présente à tous. La question de la gouvernance métropolitaine, elle est en fait consubstantielle à la construction de la métropole. Je veux dire par là que dès le début de l'histoire, elle a été un point marquant de questions, de contradictions d'intérêts, de regards selon les périodes, mais toujours avec la même intensité de l'État, car depuis Louis IX, l'État ne s'est jamais désintéressé de sa capitale, n'est-ce pas? Et enfin, bien évidemment, une réalité de difficulté laissant ouvrir les champs aussi de la contradiction des intérêts. Alors, nous avons, dans le chemin de la gouvernance, depuis l'élection de Bertrand Delanoë, qui a posé l'acte du dialogue avec les territoires qui, de l'autre côté du périphérique, entouraient la ville capitale, chez qui la ville capitale trouvait des espaces de services, parfois complexes, parfois difficiles, mais avec laquelle il n'y avait pas de débat. Aucun débat. Cet acte posé du dialogue passait bien évidemment par la traduction d'une hypothèse de gouvernance. Et on a vu, mais les collègues qui sont autour, et je suis sûr la plupart vont l'examiner, on a vu les choses avancer au fur et à mesure que les stratégies politiques, parfois politiciennes, se sont saisies de cette question. Aujourd'hui, après le travail qui a été fait par le forum du livre ouvert, mais qui n'est que resté ouvert, après les réformes institutionnelles qui ont tenté de visiter la question, on pense bien entendu à la loi NOTRe et à la loi MAPTAM puis la loi NOTRe, avec cette loi NOTRe qui fait, je dirais, presque l'unanimité contre elle. Sauf que, comme MAPTAM, elle a eu au moins le mérite de construire au 1er janvier 2016 la métropole du Grand Paris. Et je suis de ceux qui disent que si elle n'avait pas posé l'acte en date de la création de la métropole du Grand Paris, n'est-ce pas Patrick qui a vécu ça avec moi à l'Assemblée, nous ne serions pas dans ce débat et il y aurait encore des années et des années pour entrer dans des stratégies. La réalité du problème, elle a été un peu traduite dans les débats de ce matin et de cet après-midi, c'est que la multitude des problèmes laisse apparaître que les réponses les plus pertinentes des acteurs publics, passent par une approche commune, un regard commun
sur ces problèmes et la nécessité, à l'échelle la plus pertinente, d'apporter les réponses les plus pertinentes, pas seulement à un territoire, mais aux habitants qui vivent. Et donc, le sujet de la gouvernance, il reste quand même, pour beaucoup d'élus et pour beaucoup, au cœur du débat. L'intérêt simplement de la situation, c'est que plus de 2 ans et demi avant, presque 3 ans maintenant, après la création de la métropole du Grand Paris et son installation, nous sommes dans des choses concrètes qui sont gouvernées concrètement à l'échelle métropolitaine et qui, du même coup, nous montrent qu'il y a des perspectives d'avancée extraordinaires par le seul fait qu'il y ait une gouvernance dans laquelle les options sont partagées. Métropole de communes, accompagnement des copules et respect des compétences de chacun. Et sur ce point d'ailleurs, je termine par là, l'acte le plus extraordinaire a été pour le Forum métropolitain de se voir convier l'animation de ce tour de table sur le devenir des autoroutes que nous avons conduit avec un tour de table qui n'avait jamais été constitué. L'État, la région, les départements, les intercommunalités, la métropole du Grand Paris et des communes. Et cette réalité-là a montré combien, de toute façon, était incontournable la nécessité de l'édification d'une gouvernance, quelle que soit la forme institutionnelle qui pourrait être donnée à cette forme de création du système métropolitain. Et moi, de l'expérience que je partage actuellement au bureau de la métropole du Grand Paris, je considère que ce que nous avons ouvert par le travail des élus, dans la convergence politique, parce que c'est ça qui se passe à la métropole du Grand Paris, démontre combien l'enjeu de la gouvernance est effectivement l'étape d'après dans les prochains mois. Merci infiniment. Émilie Moreau, Martin Wolf, c'est à vous. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, nous allons introduire rapidement cette table ronde par quelques éléments factuels issus de nos travaux récents. Donc, depuis la création du forum, évidemment, le sujet institutionnel est au cœur des travaux d'études du syndicat auxquels les agences contribuent, la PUR et l'IAU. Donc, il y a eu l'important travail réalisé dès les premières années, donc qui a abouti au livre ouvert. Il a été suivi les années suivantes de travaux thématiques sur les coopération souple de projets, sur les regroupements, les nouveaux regroupements intercommunaux pour apporter des données sur ces nouvelles structures, sur les risques d'effets frontières en 2017. Un travail également très conséquent de bilan de mise en œuvre de la réforme qui a été diffusé en 2017, qui s'est appuyé sur une centaine de questionnaires auprès des collectivités, sur des dizaines d'entretiens auprès des élus. Un bilan qui a été mis à jour cette année, donc dans le cadre du forum, à partir d'une analyse des évolutions institutionnelles, des évolutions démographiques, une analyse d'un bilan financier de l'impact de la réforme. Et donc un bilan qui a été présenté en juin dernier devant le bureau du forum et qui sera très prochainement diffusé. Donc en quelques mots, voici pour commencer les effets directs de la réforme territoriale que chacun connaît. Donc cette réforme qui a abouti à d'importantes évolutions institutionnelles en Île-de-France. Donc vous le savez, en 2015, 3 Franciliens sur 10 vivaient dans une commune isolée. Donc quelques années plus tard, au terme des différentes étapes de la réforme, l'ensemble du territoire est donc couvert de structures intercommunales, en moyenne plus vastes et plus peuplées. C'est le résultat de fusion de certaines intercommunalités préexistantes, avec 3 espaces distincts. Donc au cœur de l'agglomération, un premier espace avec la création de la MGP et des 11 établissements publics territoriaux. Le reste de l'agglomération parisienne qui comprend de vastes intercommunalités de plus de 200 000 habitants. Et en fait, enfin, le reste de l'Île-de-France, donc la Grande Couronne, qui comprend des intercommunalités en moyenne moins peuplées, de moins de 50 000 habitants. Alors, s'agissant des transferts de compétences, que peut-on dire de la réalité des transferts, au-delà du cadre prévu par la loi? Ce que l'on constate, donc on a effectivement un transfert
effectif des compétences obligatoires, mais on a regardé les transferts des compétences optionnelles et facultatives également, pour voir quels étaient les champs les plus investis par les intercommunalités. Ce que l'on constate, on le voit sur les graphiques présentés ici, c'est que ce sont l'environnement et l'action sociale qui sont les champs les plus investis pour les compétences optionnelles et facultatives. Et quand on regarde dans le détail de quelle manière les intérêts communautaires et territoriaux sont définis entre les EPCI et les EPT, ce que l'on constate, c'est qu'on a des approches différentes qui traduisent de fait une intégration plus forte dans les EPCI que dans les EPT en moyenne, puisque ce sont des intercommunalités plus récentes. Sur certaines compétences, on constate une mise en œuvre plus progressive, inégale et des résistances. Donc en matière d'aménagement, par exemple, bien que l'exercice, vous le savez, de la compétence aménagement soit obligatoire pour tous les EPCI, les transferts des outils d'aménagement, notamment les entreprises publiques locales, en réalité, ne coïncide pas strictement avec l'esprit de la loi, puisque dans le cœur de l'agglomération, les opérateurs communaux restent majoritaires. On a aussi des départements qui restent également très présents au travers de leurs EPL préexistantes, et puis l'État qui continue d'affirmer son rôle en tant qu'aménageur par ses outils opérationnels que sont Grand Paris Aménagement et que sont la Société du Grand Paris, par exemple. Par ailleurs, la loi ALUR, vous le savez, prévoyait le transfert de la maîtrise d'ouvrage des PLU aux EPCI à l'horizon 2017. Donc, en septembre 2019, voici, vous pouvez le voir à l'écran, donc l'état d'avancement des PLUI. Donc, on voit donc un avancement inégal sur l'ensemble du territoire, avec 3 PLUI opposables qui donc sont représentés en vert, 2 arrêtés qui apparaissent en bleu, 2 PLUI arrêtés, et 5 PLUI qui sont en cours d'élaboration, qui sont en jaune sur la carte. Oui, c'est pas la bonne carte, c'est une erreur. Et il y a bien sûr également le SCOT de la métropole du Grand Paris qui est en cours d'élaboration et qui devrait être arrêté d'ici la fin de l'année. Enfin, au-delà du schéma institutionnel, d'autres partenariats se développent entre les collectivités par la volonté de faire, la volonté de développer des projets en commun. Donc, c'est un sujet que nous suivons depuis quelques années dans la continuité de l'étude sur les coopérations souples de projets. Et ce que l'on peut noter, c'est d'abord qu'il y a eu une période de latence de ces coopérations lors de la mise en œuvre du nouveau schéma institutionnel, ce qui paraît logique. Et puis, les partenariats se sont renouvelés, se sont relancés dans leurs anciens périmètres. Pour certains, c'est le cas de l'association du Grand Roissy, par exemple. Certaines autres coopérations qui avaient, d'une certaine façon, préfiguré les intercommunalités qui sont désormais existantes ne se réunissent plus, même si elles n'ont pas nécessairement toutes été dissoutes. Et on a en parallèle de nouvelles coopérations qui s'instaurent en réponse à la nouvelle donne institutionnelle. La métropole du Grand Paris, par exemple, a engagé des partenariats pour limiter les effets de seuil avec ses voisins. Donc on peut citer la conférence des présidents des EPCI limitrophes ou la conférence des présidents des grands syndicats, par exemple. Et on a d'autres acteurs qui se réunissent aussi pour peser dans les discussions sur les évolutions institutionnelles. Donc les départements de la Grande Couronne qui se sont réunis dans le cadre d'une association qui s'appelle Grande Couronne Capitale, ou encore les 11 EPT qui ont également créé l'Alliance des territoires. Alors, au-delà de la phase visible de la réforme territoriale que vous a présentée Émilie Moreau, nous avons voulu également étudier la face cachée, si vous me permettez l'expression, et dresser un premier bilan financier de ces premières années qui ont suivi la réforme territoriale, et de voir à quel point les ressources qui ont été allouées par l'État ont été suffisantes finalement pour la mise en œuvre de la réforme territoriale, et également quel a été l'impact sur les dépenses des collectivités franciliennes, particulièrement dans le cœur de l'agglomération. On a voulu systématiquement rapporter les données utilisées à l'habitant pour prendre en compte à la fois les évolutions démographiques qui sont fortes en Île-de-France, mais également les évolutions de périmètre très nombreuses, avec notamment le passage de nombreuses communes en intercommunalité au cours de la période. Alors évidemment, il faut avoir en tête que c'est une période transitoire, donc que les résultats ne doivent pas être surinterprétés, qu'il pourra y avoir des évolutions par la suite, que nous avons fait des moyennes à l'échelle de grands ensembles territoriaux, mais que ça ne reflète pas la diversité des situations. Néanmoins, on peut commencer à tirer quelques enseignements qui pourront être utiles pour les prochaines évolutions législatives qui sont attendues, notamment par le Forum métropolitain. Le premier enseignement, c'est si on regarde un indicateur d'intégration fiscale qui mesure finalement
à quel point les transferts de compétences des communes vers les intercommunalités se sont accompagnés des ressources nécessaires pour le mettre en œuvre, finalement, il y a un peu 3 espaces qui apparaissent. Le cœur d'agglomération et les EPCI du pourtour de l'agglomération qui connaissent une intégration inégale et complexe avec parfois des difficultés, même s'il y a des territoires plus en avance que d'autres. Et au-delà, dans les territoires périurbains et ruraux, en moyenne, une intégration qui se passe mieux, avec plus de facilité et une solidification financière. Néanmoins, évidemment, il ne faut pas retenir le chiffre de la métropole du Grand Paris, qui correspond à une situation vraiment particulière, qui ne représente pas l'innovation qu'elle représente, l'échelle particulière, sans commune mesure avec le reste des EPCI, et évidemment son schéma financier particulier. Néanmoins, ce qui est certain, c'est que les moyens qui ont été alloués par l'État au cours de cette période de réforme territoriale, ils ont été fortement en baisse et encore une fois, plus dans le cœur de l'agglomération. La dotation globale de fonctionnement des communes en moyenne en Ile-de-France, elle a baissé entre 2012 et 2019 de 58%. Si on compare ça au reste de la France, c'était 28%. Et là encore, c'est dans le cœur de l'agglomération que les baisses ont été les plus fortes. Dans le même temps, les dotations qui ont été versées aux intercommunalités, en apparence, en valeur absolue, elles sont en hausse, c'est normal, il y a de nombreuses communes qui sont passées en intercommunalité. Si on fait la moyenne par nombre d'habitants à l'échelle de l'Île-de-France, elle apparaît stable, mais en fait, c'est une stabilité en trompe-l'œil, parce qu'il y a de nombreux habitants qui étaient dans des communes isolées, qui sont rentrés en intercommunalité avec, pour faire simple, une dotation qui est élevée par rapport au reste de l'Île-de-France, donc il y a eu un effet de dilution, on a l'impression qu'il y a une stabilité. Si on regarde territoire par territoire, en fait, les moyens alloués aux intercommunalités, ils sont en baisse, dans un contexte où on a demandé aux intercommunalités non seulement de faire plus, mais pour certaines, de partir de zéro et de se structurer. Ensuite, un sujet qui a été largement traité par le Forum métropolitain du Grand Paris au cours des dernières années, c'est celui de la péréquation, de la redistribution fiscale entre collectivités. On voit que le solde, si on prend l'exemple des EPCI franciliens et de la ville de Paris vis-à-vis du reste de la France, il est très négatif. On est à 375 millions d'euros en 2018, ça représente 38% du total de la péréquation à l'échelle nationale pour ces échelons-là. 38%, alors qu'il y a seulement 18% de la population et 22% du revenu disponible brut. Donc on pourrait interroger, et ça a été déjà fait par les élus du Forum métropolitain, les conditions, en fait, le mode de calcul de cette péréquation, parce qu'on ne prend pas en compte le coût de la vie, les charges de centralité qui sont évidemment différentes en Ile-de-France, particulièrement dans le cœur de l'agglomération. Enfin, on a voulu mettre en lumière un phénomène spécifique, encore une fois, au cœur d'agglomération, et plus particulièrement aux communes de la MGP, c'est qu'en fait, ces communes, dans cette période transitoire, elles ont été obligées d'assumer à la place d'intercommunalités qui étaient soit encore en construction, soit qui connaissaient des difficultés, elles ont été obligées d'assumer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement supplémentaires, finalement des charges métropolitaines ou territoriales, ce qui n'était pas le cas dans le reste de l'Île-de-France. Par exemple, on voit que l'endettement moyen des communes au cours de la réforme territoriale, il a fortement augmenté sur le territoire de la MGP, tandis que l'endettement des EPT par rapport à leurs ex-EPCI, encore une fois rapporté au nombre d'habitants, il diminuait. Finalement, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a eu des transferts de compétences qui n'ont pas forcément été les mêmes que ceux qui étaient prévus dans la loi, et que finalement, on a eu une intercommunalité qui a été déstabilisée de ce point de vue-là. Et juste une dernière chose, ce qu'on voit, c'est que c'est différent dans les intercommunalités des territoires périurbains et ruraux, où là, il y a eu une structuration plus forte du point de vue financier. Néanmoins, et non pas en guise de conclusion, mais plutôt d'introduction à ce que vous allez pouvoir dire tout à l'heure, je vais reprendre un peu ce qui a été déjà dit par Jean-Yves Le Bouillonnec. Depuis 10 ans, on a eu des achèvements qui sont quand même assez extraordinaires. L'achèvement de la carte intercommunale, une nouvelle métropole, des nouvelles coopérations qui continuent d'exister, comme l'a montré Émilie Moreau, des transferts de compétences qui sont quand même effectifs. Mais néanmoins, on l'a vu, notamment du point de vue financier, il y a une période transitoire complexe, des difficultés de mise en œuvre, et on l'a vu, des situations très contrastées selon les territoires, finalement une sorte de réforme territoriale à 3 vitesses en Ile-de-France. Le cadre législatif, on l'a dit, il demeure inachevé pour beaucoup, et
il y a des évolutions qui sont évidemment attendues, et j'aimerais juste insister là-dessus. Ces évolutions, elles devront vraiment prendre en compte, comme l'a dit ce matin Philippe Laurent, la réforme de la fiscalité locale qui est annoncée, qui aura des effets forts en Ile-de-France, plus forts qu'ailleurs, notamment avec la suppression de la taxe d'habitation. Les communes qui comptent de nombreux ménages pauvres, de nombreux logements sociaux vont se retrouver dans une situation financière qui pourrait être relativement dangereuse, et nous allons notamment travailler là-dessus avec la DCF. Voilà. Merci infiniment. Sybille Vincendon, vous suivez ces questions pour Libération depuis quelques années. Quel regard portez-vous sur l'état actuel, notamment de la gouvernance dans le Grand Paris ? Alors, bonjour, je voudrais commencer par une petite tristesse, si je puis me permettre. On vient d'apprendre que l'Élysée aurait validé la fusion 78-92. Au début, quand on a entendu parler de ça, les gens qui suivaient ces histoires métropolitaines et l'idée du Grand Paris, avec ce fantasme peut-être un peu... L'Élysée a validé ça, Sybille, c'est... Oui, c'est Europe qui le dit. Alors c'est pour ça que j'ai mis des conditionnels. Je vous prie, parce que voilà, ça a été démenti par Sébastien Lecornu vers 11h. Mais effectivement, les confrères d'Europe 1 l'annonçaient ce matin tel que vous le décrivez. Mais en même temps, ce que j'ai moi comme info, c'est que c'est très compliqué de leur dire non. C'est juridiquement compliqué et que, de fait, avoir osé faire ça dans des contextes où les inégalités sont importantes, où les ressources, et on a parlé de la suppression de la taxe d'habitation et des effets qu'elle peut avoir sur des communes qui ont beaucoup de logements sociaux, d'une certaine façon, il fallait oser, on a ricané, on a eu tort. Voilà. Par ailleurs, je trouve que moi, le bilan que j'ai, puisqu'on parle de gouvernance, moi j'ai assisté à tous les débats parlementaires et à toutes les discussions qui ont amené à la naissance de la métropole du Grand Paris, et comme vous vous en souvenez, dans des conditions qui étaient... j'aurais pas osé mettre ça dans un roman, quoi. Et le fait qu'on ait pu se retrouver dans une loi avec un trou au milieu de la raquette, mais c'est pas un trou, quoi, c'était véritablement la totalité du filet, et il n'y avait plus de texte pour le Grand Paris. Donc on s'est trouvé dans des situations de bricolage avec des péroraisons des uns et des autres, des satisfactions mal placées, et un résultat qui est, comment dire, une cote un peu mal taillée. Ne le prenez pas mal, Patrick Ollier, vous avez hérité de ce manteau-là tel qu'il était usiné par la maison parlementaire. Donc la question que je me pose aujourd'hui, si moi je suis journaliste, je parle à des gens qui en principe ne lisent pas la Gazette des communes toutes les semaines, ne connaissent pas véritablement le fonctionnement législatif, et eux, ils ont des questions qui sont des questions d'ordre démocratique. Autrement dit, ils se demandent qui est élu par eux dans cette affaire-là. Et de fait, autant ils voient à peu près l'élection à 2 crans du maire, mais je pense qu'ils ne comprennent absolument pas de quel nuage sort le président de la métropole du Grand Paris, à supposer qu'ils connaissent son nom d'ailleurs. Excusez-moi, hein, à nouveau, Patrick Ollier ne le prenait pas mal. Et l'autre question que je me pose, c'est quand même l'histoire du débat démocratique, quoi, qui a toujours été contournée. Et j'entends toujours les mêmes arguments, surtout ne pas avoir une élection au suffrage universel direct de l'exécutif qui serait à la tête de la métropole du Grand Paris. Et je dois vous dire que ça aussi, ça m'attriste. Alors pour continuer cet exercice de stimulation, vous disiez qu'il vous semblait que les élus étaient à rebours de la population qui elle-même, pour qui le Grand Paris existait peut-être même plus que pour les élus tels qu'ils l'exprimaient. Eh bien, si j'ai une satisfaction, c'est qu'effectivement le mot est rentré dans la conversation. Le mot est rentré dans les esprits. Les gens vous parlent du Grand Paris, les agents immobiliers vous parlent du Grand Paris, les concessions Renault s'appellent Renault Grand Paris. Et quand on voit ça, on se dit, eh ben finalement, ça avance peut-être plus vite que la partie véritablement institutionnelle. Mais c'est quand même assez déplorable que l'idée que dès qu'on ouvre cette boîte-là, il n'y a que des baffes à prendre à l'intérieur, et que probablement l'hésitation ou la réflexion, on dira ça comme on veut, de l'Élysée à ce sujet-là, alors que depuis le début, depuis la loi, depuis le vote de la loi, il était écrit dedans qu'il faudrait y revenir. Il y a des échéances. Donc, à quel moment est-ce qu'on pose véritablement une question un peu démocratique à ce sujet ?
Très bien. Alors moi, selon mes informations, les 2 DGS des 2 départements yvelinois et des Hauts-de-Seine sont reçus régulièrement par les gens de chez Le Cornu pour instruire le dossier. Mais pour l'instant, on en est là, d'après moi. Monsieur J.P. Martin, vous devez nous quitter tout à l'heure pour aller inaugurer un établissement. Dites-nous comment vous voyez les choses vous-même. Est-ce que ma façon de voir les choses est importante? Je dirais simplement que je vais ajouter au débat la façon dont je vois le résultat d'un travail qui était enthousiaste avec le maire de Paris au tout début dans la conférence métropolitaine. L'objectif était enfin de considérer, vu de Paris, que la banlieue pouvait être un élément complémentaire au développement de Paris. D'ailleurs, on ne faisait que constater que la centralité était en train de passer dans la banlieue et qu'elle était partagée entre Paris et la banlieue. Donc cette vision d'une nécessité de parler et de travailler ensemble, dont a été à l'origine M. Delanoë, a été très importante. Alors au début, tout le monde n'a pas adhéré, bien sûr, parce qu'on s'est beaucoup se poser des questions, parce qu'on est tellement marqué par notre identité politique qu'on se demande toujours s'il y a quelque chose derrière l'initiative qui pouvait être prise. Dans tous les cas, la conférence métropolitaine a été, je crois, le départ du processus qui consiste non pas à parler de métropole, mais de parler de métropolisation. C'est-à-dire qu'en fait, on s'aperçoit, dans toutes les grandes capitales d'ailleurs, mais particulièrement autour de la nôtre, que la métropolisation était en cours et elle n'était basée que sur un processus économique et financier. C'est-à-dire qu'en fait, on métropolise parce qu'il y a dynamique économique. Et on mesure d'ailleurs la performance des métropoles en PIB, il faut bien le savoir. Dans le monde entier, on les compare là-dessus. On oubliait simplement qu'il fallait l'encadrer si on ne voulait pas faire les erreurs des autres. Je pense à Mexico, je pense à d'autres, qui avaient laissé l'économique prendre la main sans s'occuper du social et de l'équilibre entre les territoires. Tout à l'heure, il y a eu dans une des séances de tout à l'heure, il y a eu des sujets très importants abordés sur ce sujet, parce que on ne peut pas imaginer que l'Île-de-France et son cœur, étant à la tête de plus de 25% du PIB national, attractif, dynamique, c'est l'image en tous les cas que l'on donne, on ne peut pas imaginer que c'est là, au sein de ce territoire, qu'il y a les plus grandes inégalités territoriales et sociales. Et qu'elles ne se réduisent pas, mais qu'elles augmentent. On vit en se regardant les uns les autres, et je pense à une personne que je ne citerai pas, qui disait, mais qui était dans l'Ouest, qui est toujours dans l'Ouest, c'est pas le président de la métropole, je ne parle pas du président de la métropole, qui disait je veux bien qu'on commence à travailler ensemble à condition qu'on ne parle pas, que ce soit réduit aux acquis. C'est-à-dire qu'en fait, on ne partage pas ce que nous avons, on partage ce que nous ferons ensemble. Alors là, on peut attendre un certain temps pour que cela se mette en œuvre. Donc pour moi, le processus qui a été initié à cette date-là, au tout début, a été repris par Paris Métropole, premier président de Paris Métropole, second président de Paris Métropole, enfin il y en a pas mal ici qui sont ici. Nous avons vécu sur quoi ? En se disant, la métropole que nous voulons, elle devra impérativement régler les problèmes en matière de logement et de réduction des inégalités sociales et territoriales. C'était ça l'objectif qu'on s'était donné, d'abord et avant tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne fallait pas s'occuper d'autre chose, mais c'était vraiment l'ambition que nous avions à l'époque. Et, vous m'excusez, je ne veux pas poursuivre sur la déclaration de l'interlocutrice de l'instant, c'est que quand on examine bien la situation aujourd'hui, on a beau chercher, on s'aperçoit que le système précédent et le système de la loi NOTRe, j'ai du mal à trouver que les réductions des inégalités sociales et territoriales a été réglées ou commencé à régler, et le logement pareil. Donc ça veut dire en clair que l'outil dont on s'est doté était, à mon avis, beaucoup trop
réfléchit en termes de pouvoir et pas assez en termes opérationnels. Je ne critiquerai pas, contrairement à ce que certaines personnes pourraient dire, je ne critique pas moi, le travail qui a été fait depuis la création de la métropole du Grand Paris. Bien au contraire, je suis sur la ligne de Jean-Yves Le Bouillonnec. Il fallait à un moment donné incarner ce processus. On en parlait, on discutait, on ne se mettait pas assez autour de la table. Et le fait que ce soit la loi MAPTAM ou la loi NOTRe, elles ont un avantage, c'est qu'elles l'ont mis dans l'institution. Les personnes, les élus qui se sont occupés de tout cela, que ce soit dans les EPT, que ce soit à la métropole avec le président, les vice-présidents, etc., nous avons travaillé pour faire en sorte qu'on limite la casse, c'est-à-dire en fait on fasse en sorte que ça serve quand même à quelque chose, même si ça ne nous satisfaisait pas, parce que la création de l'ambiguïté de départ qui consiste pendant 4 ans à autoriser les EPT à faire semblant d'être des EPCI à côté de l'EPCI officiel qu'est la métropole, ça n'est pas de tout repos. Et je dirais même que vis-à-vis de nos concitoyens, ils n'ont pas l'air de bien comprendre quand on essaye de leur expliquer. Donc il y avait complication parce qu'on ne savait pas au départ trancher entre la centralisation, une métropole XXL, et des territoires déconcentrés de la métropole, et une juxtaposition dans le cadre d'un polycentrisme de PCI comme dans le reste de l'Île-de-France, avec une métropole avec la responsabilité de la stratégie et de la planification. Alors à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau régional? Est-ce que c'est intermédiaire? Ça, tous les débats étaient possibles. Donc aujourd'hui, moi je pense que nous sommes à la croisée des chemins et qu'il faut qu'on se pose ensemble, tous ensemble, autour d'une table pour dire comment revenir aux fondamentaux, c'est-à-dire à nos objectifs de départ, pour essayer d'avancer tous ensemble, pour essayer de les régler. Alors certains, tout à l'heure, j'étais très content d'entendre notre ami Weiss tout à l'heure qui nous a comparé à la province, internationale, etc. Mais il avait raison en réalité. Est-ce que c'est l'Île-de-France? Est-ce que c'est le bassin parisien? Est-ce que c'est la métropole actuelle, etc. La seule chose que je peux dire, c'est que quand on regarde New York, quand on regarde les grandes autres capitales, elles n'ont pas l'aspect institutionnel comme nous cherchons à l'avoir à chaque fois que nous faisons quelque chose, il faut le mettre dans l'institution. Les grandes capitales n'ont pas des organisations aussi pesantes et aussi structurées que les nôtres. La métropolisation ne s'arrêtera pas aux limites de la métropole actuelle. Elle est déjà au-delà. Quand on va à Marne-la-Vallée, moi, en tant que président de Paris-Est, je travaille beaucoup plus avec Marne-la-Vallée et tout le secteur autour que vers Paris. C'est naturel parce que c'est un bassin d'emploi, c'est un bassin spécifique et ce sont les spécificités territoriales qui doivent primer sur les limites administratives, parce qu'on n'arrête pas de part et d'autre de la limite de la métropole les entreprises, les mouvements de personnes, etc. Donc tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est qu'on a parlé des citoyens. C'est-à-dire, c'est eux qui vont faire la métropole, ce ne sont pas les institutions. Et on a la chance d'avoir quand même une possibilité de contourner les limites administratives par des contractualisations, par des mains tendues par-dessus les limites administratives pour pouvoir revenir aux spécificités des territoires. Donc cette métropolisation, il ne faut pas l'arrêter, il ne faut pas décider qu'elle a une frontière, il faut simplement reconnaître que c'est un processus continu et qui s'arrêtera je ne sais pas où, mais en tous les cas, qui doit permettre à chacun, dans le territoire où il habite, de retrouver un sous-ensemble urbain qui permet, comme cela a été dit tout à l'heure, de vivre dans un système qui ressemble à une ville de grande dimension du type province et en même temps se coordonner avec les voisins pour avoir une dynamique globale qui permette d'avancer disons collectivement, sur les grands sujets qui font la ville de demain. Et ne nous leurrons pas, la ville, elle est bourrée de contradictions et il est normal
que ce soit au niveau où les gens vivent et où ils maîtrisent une certaine légitimité, mais surtout aussi une maîtrise de la proximité des décisions, qu'il faut que cela bouillonne et que ce soit là où naît l'accompagnement de la métropolisation au travers d'une structure beaucoup plus souple que celle qu'on nous a imposée. Vous évoquez notamment l'idée de la création d'un pôle métropolitain. Vous pouvez nous décrire ce en quoi cela consisterait ? Non, certains disent qu'il faudrait que la coordination soit, disons, prise en charge par un syndicat mixte, etc. Moi, je ne veux pas m'exprimer en termes d'organisation institutionnelle. Je veux simplement dire qu'en province, on a voulu créer des pôles métropolitains. Ils n'étaient peut-être pas adaptés à l'importance du sujet. Le pôle métropolitain, pour moi, c'est l'équivalent, à la limite, vous m'excusez, mais je ne vais pas flatter le président du Forum métropolitain. Le pôle métropolitain, pour moi, c'est ce que nous avons fait sans le transposer au plan institutionnel au sein de Paris Métropole et du Forum métropolitain. C'est mettre dans la même institution tous les acteurs d'une dynamique métropolitaine qui peut irriguer l'ensemble de la région pour qu'ils se coordonnent, qu'ils travaillent ensemble et qu'ils trouvent des répartitions dans les compétences un peu plus intelligentes que celles qu'on nous a données. Quand je pense que l'aménagement est réparti sur 3 niveaux, allez vous y reconnaître quand vous êtes maire d'une commune, on vous retire la compétence du PLU, mais en même temps, on vous retire l'aménagement. L'aménagement est dans le territoire, il est aussi à la métropole, il peut être repris par la région sur certains points. On est dans un système beaucoup trop compliqué et se mettre autour d'une table dans le cadre, comme je le proposais, d'une préfiguration comme on l'a vécu à une époque, devrait permettre de dire à quel niveau telle compétence doit être exercée pour qu'elle soit efficace pour l'ensemble des strates qui existent actuellement. Est-ce qu'il y a trop de strates? Est-ce qu'il n'y en a pas assez? Je crois que la meilleure des solutions, c'est d'essayer de demander aux élus responsables, élus, de se mettre autour d'une table dans le cadre d'une préfiguration pour qu'on se dise à quel niveau il faut répartir les compétences. Et arrêter, parce que ça c'est le mal français, arrêter de partir de la gouvernance pour aller vers le projet, alors qu'il faudrait plutôt partir du projet et créer une gouvernance au service d'un projet. Merci. Ce qui est beaucoup plus difficile d'ailleurs à réaliser. Merci infiniment. Michel Bisson, vous êtes président de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud, Seine-Essonne-Sénart. Et comment voit-on ces questions de gouvernance, puisque c'est le thème de la table ronde? Vous me dessinez un schéma que je ne connaissais pas et qui consisterait à solutionner le problème en créant 12 intercommunalités qui soient, si j'ai bien entendu, à peu près à la taille des départements. Ça, oui, Patrick Devedjian sera content, parce qu'il propose ça depuis longtemps. Alors ça, c'est pas encore la fusion avec les Yvelines, mais... C'était pour vous amuser, mais ça ferait 11 si ce que Sybille est vrai. Je vais revenir. Dites-nous un petit peu votre schéma, puis dites-nous comment vous vivez dans cette interco qui, vous me le disiez, vit bien finalement. Oui, peut-être voir le cheminement. Donc, Grand Paris Sud est une enfant, un bébé de la loi MAPTAM et des lois NOTRe. Donc, c'est un bébé tout jeune. Il a beaucoup pleuré au début. Les premiers mois ont été terribles. Et puis aujourd'hui, il se révèle très puissant. Voilà. À 3 ans, il est extrêmement puissant. Quelques exemples. Une ville comme Grigny, vous la connaissez tous. On parle des inégalités sociales et territoriales. On y est évidemment en plein. Et aujourd'hui, accompagné par l'État, bien sûr, la puissance de l'agglomération permet aujourd'hui, à la fois sur les aspects rénovation urbaine en rue, mais aussi ce que l'on appelle l'inclusion républicaine, de faire des choses tout à fait remarquables. Donc le bout du tunnel n'est pas pour tout de suite, mais en tout cas, on commence à le voir. Donc voilà un élément sur lequel la puissance d'une agglomération de 350 000 habitants, ce qu'aucune autre agglomération fusionnée avant n'avait ou n'était en capacité de porter. Autre exemple sur la formation supérieure, où nous sommes en capacité aujourd'hui, évidemment, d'investir plusieurs millions d'euros de manière à favoriser des installations de formation supérieure, de formation de base. Là aussi, ce que les agglomérations précédentes n'étaient pas en capacité de faire, c'est politique publique que l'on appelle territoire apprenant, misant sur la formation dans un monde qui est évidemment profondément en mouvement. Pour autant, est-ce que tout ça est satisfaisant? Non, parce que même si on s'appelle Grand Paris Sud, on ne fait pas partie de la famille du Grand Paris, et donc on en est très malheureux. On frappe à la porte, mais voilà, la porte reste fermée, non pas
que Patrick ne le souhaite pas, je plaisante en disant cela, mais on voit bien que nous avons besoin, pour traiter des sujets, ne serait-ce que des sujets de mobilité, de parler avec l'ensemble de la métropole, en tous les cas avec nos grands voisins. Bon, et c'est vrai que parler avec la métropole du Grand Paris, on le fait, mais on ne parle pas évidemment tout à fait le même langage, puisque quand on parle à un EPT, le PT12, qui est immédiatement au nord de l'agglomération, avec les compétences qui sont les siennes, et un EPCI comme Grand Paris Sud, évidemment, on se cause, mais n'utilisant pas tout à fait la même langue, c'est évidemment beaucoup plus compliqué d'avancer. Ce que je perçois, moi, en tous les cas, au niveau de la région Île-de-France, d'une manière générale, c'est qu'il y a, pour le dire de manière un peu trop courte, évidemment trop courte, il n'y a plus d'aménagement du territoire depuis 40 ans dans ce pays. Voilà. Et ça, c'est lié alors certainement aux lois de décentralisation, bonne nouvelle. C'est lié aussi à une économie, évidemment, qui a profondément muté, qui ne fonctionne plus comme il y a une trentaine d'années, mais immanquablement, ça a généré une concurrence, évidemment, importante entre les différents territoires, et chaque territoire se débrouillant avec ses atouts, ses faiblesses, ses joies, ses peines, et générant des inégalités territoriales et sociales que l'on évoque les uns et les autres, et qui, évidemment, ont plutôt tendance à persister, voire à grandir. On constate aussi, les mots qui ont été employés, une métropolisation et une périurbanisation. Mais du point de vue de la Grande Couronne, le compte n'y est pas, parce qu'on constate évidemment une métropolisation, mais surtout au bénéfice de la zone dense pour les emplois à valeur ajoutée, et une périurbanisation du logement, au bénéfice, entre guillemets, évidemment, de la Grande Couronne, puisque 50% des logements en Île-de-France aujourd'hui sont construits en Grande Couronne. Ce qui veut dire que le déséquilibre que l'on évoque, évidemment, a tendance, peut-être, une nouvelle fracture, après les fractures Est-Ouest, territoire en mouvement, territoire oublié qu'on retrouve dans tous les départements, n'y a-t-il pas une fracture Petite Couronne, Grande Couronne, zone dense, métropole du Grand Paris et Grande Couronne qui est en train de naître. Pour cela, il y a, je pense, évidemment plusieurs évolutions. D'abord, à court terme, il nous faut traiter ces sujets-là. À court terme, ça signifie quoi? Ça signifie, on a mis, encore une fois, l'agglomération à 3 ans et demi, on a mis 2 ans avant d'arriver à l'organiser. C'est des machines, évidemment, extrêmement grosses en termes d'effectifs. Et quand on organise, on est moins sur les politiques publiques, ce qui est évidemment pas du tout satisfaisant. Donc, les périmètres sont là. Essayons au moins, pendant quelques temps, de ne pas trop y toucher. Pour autant, il nous faut renforcer les liens avec la métropole, bien évidemment, et ça, Patrick a pris des initiatives, notamment tout ce qui est Inventons la métropole, sur lequel tu as eu l'intelligence d'élargir, évidemment, à la Grande Couronne, et on en a bénéficié, et je te remercie une fois de plus. Ça nécessite aussi des liens avec les territoires ruraux qui, en termes d'alimentation, en termes d'énergie, sont évidemment support, et là, il y a des deals tout simplement gagnant-gagnant. Ça nécessite des liens avec les autres agglomérations pour traiter des sujets comme la mobilité, la formation supérieure. Et là, les pôles métropolitains, en tant que Grande Couronne, structure relativement souple, sont de nature à porter quelques thématiques, très peu, mais à les porter de manière commune. Bref, il y a des évolutions sur lesquelles nous sommes en train de travailler et pour 2020 que nous pourrons les uns les autres mettre en œuvre. Bon, pour autant, est-ce qu'on peut être satisfait et est-ce que la gouvernance, indépendamment du projet, mais enfin comme la table ronde parle de la gouvernance, je ne parle pas du projet, ce qui est évidemment beaucoup plus simple de parler de la gouvernance que de parler du projet, est-ce que pour autant on y est pour à la fois tenir les deux bouts? Les deux bouts, c'est à la fois faire de l'agglomération de l'Île-de-France, du Grand Paris, qui maintenant a une identité. Vous l'avez très bien dit, et Patrick y est évidemment pour beaucoup, et c'est déjà énorme, parce que créer une identité en quelques années, c'est évidemment exceptionnel, et ce qui est fait évidemment depuis 10 ans au niveau du forum y a contribué de manière absolument remarquable. Les objectifs, quels sont-ils ? C'est d'abord d'être ville-monde. On le voit bien, on a besoin évidemment que le rayonnement
de l'Île-de-France, le rayonnement du Grand Paris, le Brexit en donne évidemment un bel exemple, soit à la hauteur, et la dimension rayonnement, pour reprendre ce terme-là, soit évidemment parmi nos grandes priorités. Et puis, il y a évidemment la lutte contre les inégalités, ce qu'on peut appeler l'inclusion. Donc j'ai bien compris, Daniel Béard l'a très bien expliqué, que c'était les deux faces d'une même pièce et qu'on ne peut pas traiter l'un si on ne traite pas l'autre, et que plus on gagne en rayonnement, plus il nous faut travailler la lutte contre les inégalités, et j'allais dire tant mieux. Donc cela a bien compris. Et puis, ce que vous avez dit aussi, madame, il faut que ça ait du sens pour les habitants, pour nos concitoyens. Du sens à la fois en simplifiant le plus possible un système qui est déjà par nature complexe, mais parce que évidemment la réalité est complexe, c'est pas, on la complexifie pas à souhait, et puis aussi parce que en faisant très attention, à mon sens, à quelque chose qui comment dirais-je, qui incarne pour nos habitants quelque chose, ce sont les périmètres géographiques. Et aujourd'hui, les départements, quoi qu'on en dise, incarnent, les villes incarnent quelque chose, les communes incarnent quelque chose, et les départements incarnent quelque chose. Donc quand je fais la synthèse à la fois de cette ville-monde, de cette ville inclusive, et du sens que l'on doit donner pour nos concitoyens, je me dis qu'il nous faudrait piloter cette région métropole, et je dis bien région métropole, c'est-à-dire en englobant la totalité de la région, pour une raison simple, c'est que la métropole du Grand Paris, et plus exactement la région Île-de-France, on n'est pas comme le Grand Londres. Le Grand Londres d'abord tire sa richesse d'apports extérieurs. La métropole du Grand Paris tire sa richesse de la fertilisation croisée entre l'ensemble de ces acteurs, et je pense qu'il y a encore beaucoup à faire entre les zones agricoles et les zones plus urbaines. Bref, métropole, région, métropole, et puis ensuite une quinzaine de territoires. Pour la petite couronne, très simple, les territoires seraient tout simplement les départements qui reprendraient toutes les compétences des EPCI et des départements. Comme ça, pour le coup, on a une seule instance avec toutes les compétences, c'est lisible, les gens comprennent. Le Val-de-Marne, on sait ce que c'est, pour prendre cet exemple-là. Paris, on sait ce que c'est aussi, et voilà, et tout ça a du sens. Et à l'arrivée, on a autour de la table, si on peut dire évidemment une quinzaine d'acteurs, de territoires puissants qui sont là pour faire en sorte de traiter les deux sujets, c'est-à-dire comment on fait pour être encore plus attractif et comment on fait à cette échelle-là pour faire en sorte que les fractures territoriales et les inégalités sociales, nous soyons en capacité de les traiter. Et je pense que ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est qu'à la fois ça donne de la puissance évidemment à la région métropole, ça donne de la puissance à chacun des territoires et ça redonne de la puissance aux communes, puisque bien évidemment plus les territoires sont éloignés de la dimension proximité, cette dimension proximité elle est tellement essentielle en matière de cohésion sociale qu'immanquablement on redonne de la puissance aux communes. Ça nécessite vraisemblablement de se poser un certain nombre de questions au niveau communal avec ce que l'on appelle les communes nouvelles aujourd'hui, évidemment, mais voilà, je pense qu'on a là un schéma qui est de nature à tenir les deux bouts et en même temps à faire sens auprès tout simplement de nos concitoyens, puisque l'identité communale est préservée, elle reste évidemment sur des contours à travailler. Une identité territoriale à l'échelle du département, ça marche bien pour les départements de petite couronne. Il y a certainement quelques découpages à faire pour les départements de grande couronne qui, eux, sont beaucoup plus vastes. Et puis des communes qui reprennent, j'allais dire, de la puissance, puisque c'est un des écueils qui remonte souvent sur des agglomérations de cette nature. Voilà, bref. Pardon ? Oui. Non, je vous en prie. Allez-y. Dans ce schéma, j'ai cru comprendre que vous ne souhaitiez pas qu'on modifie les frontières de votre intercommunalité, parce que vous disiez qu'il ne faut pas non plus changer les règles toutes les 5 minutes, ça prend beaucoup de temps à mettre en œuvre. C'est l'avantage des élus, c'est qu'on peut dire des choses contradictoires, et puis ensuite on a d'excellents professionnels qui nous mettent ça en musique. Non, je dis simplement, on a vécu depuis 3 ans évidemment la mise en œuvre de ces nouvelles organisations, et je vois la lourdeur que cela nécessite. Donc j'ai envie de dire, à court terme, laissez-nous encore un peu travailler, mais ce schéma-là, de toutes les manières, n'est pas satisfaisant. Donc comme Jacques le disait tout à l'heure, mettons-nous autour de la table à partir de ce schéma ou d'un autre, je dirais, peu importe, pour travailler sur le schéma futur qui, à n'en pas douter, prendra quand même quelques années. Donc d'ici là, je me serai adapté.
Patrick Ollier, comment répondez-vous à la question de cette table ronde qui consiste à savoir où nous en sommes quelques années après ce livre ouvert et tout ce qui s'est passé, une histoire que vous connaissez bien pour en avoir été un des acteurs majeurs. Il faut que je réponde à la question. C'est comme vous voulez, hein, c'est ce qu'a dit M. Michel Bisson, vous êtes exactement ce que vous voulez. Beaucoup ce qu'a dit Michel Bisson, il y a beaucoup de bon sens dans son intervention et nous avons plaisir à travailler ensemble, effectivement. Moi, je voudrais simplement ramener chacun aux réalités. Cela fait 20 ans, l'an 2000 à peu près, qu'avec Delanoë d'abord, et puis ensuite Hidalgo, Paris, dans Paris Métropole, Monsieur le Premier Président, ensuite qui s'est constitué, que nous réfléchissons ensemble, à réfléchir ensemble pour les solutions qu'on doit trouver ensemble, qu'on n'a toujours pas trouvées. 20 ans. 20 ans. Est-ce que la population doit encore attendre 20 ans qu'on recommence à réfléchir encore pour savoir ce qu'on va faire pour régler les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui? Il y a urgence, parce que le monde évolue rapidement. Alors je ne sais pas si on parle de métropolisation ou d'autres phénomènes. Il y a en tout cas sur le plan économique quelque chose qui se passe qui est très fort et très rapide, mais ça se passe aussi bien autour de Marseille qu'autour de Lyon, qu'autour de Paris. Et puis il y a le fait aussi que dans cette métropole, il y a la ville de Paris. Je n'ai pas entendu parler de Paris. C'est la capitale de la France. Elle est le cœur de la métropole. Il ne faut pas l'ignorer. Alors moi j'ai entendu des choses intéressantes, mais je pose des questions, parce que je veux bien qu'on apporte des réponses, mais il faut peut-être poser les bonnes questions. La métropole, à quoi elle doit servir? Elle doit en priorité, quelle que soit sa structure, être utile à l'intérêt des populations. Nous sommes là pour être utiles au peuple. Nous sommes là pas pour nous casser la tête sur le fait que les uns ne veulent pas perdre leur pouvoir et que les autres veulent prendre le pouvoir ailleurs, parce que c'est ça qui se passe en vérité. C'est la réticence des élus qui ne veulent pas voir les choses progresser. Et que la population, pendant ce temps-là, souffre des règlements des problèmes, parlons de l'eau, l'assainissement, les déchets, etc. etc. Heureusement qu'il y a les grands syndicats qui s'en occupent, y compris le CIPEREC pour l'électricité, cher Jacques. Donc, première question, comment on réussit dans un périmètre, alors pardon Michel, je ne suis pas d'accord tout à fait avec toi, qui est le périmètre de la zone dense continue, car l'urgence, elle est là. L'urgence, elle est de répondre à l'attente des populations qui sont empilées les uns sur les autres sur un périmètre réduit et qui sont 7 200 000. Elle est là, l'urgence. Ce n'est pas moi qui ai décidé du périmètre de la métropole. Comment on fait? Eh bien, on fait métropole. Très bien. Et à partir de là, on commence à savoir comment on peut, dans ce périmètre, avec 131 villes, savoir comment on peut harmoniser les bonnes pratiques, coordonner les bonnes actions entre les maires, comment on peut également réfléchir à travers, alors quelqu'un tout à l'heure a parlé du SCOT, merci, à travers les éléments de planification auxquels nous avons déjà réfléchi. D'ailleurs, c'est Jacques J.P. Martin qui a travaillé sur le projet de SCOT, au passage. Voilà, comment on peut faire en sorte de structurer l'avenir pour mieux être intelligents ensemble, plutôt que sans arrêt, depuis 20 ans, tous séparés. Parce que le problème de la désimperméabilisation des sols, vous croyez que ça attend? Le problème des inondations, de la GEMAPI dont nous sommes chargés, qu'on attend depuis des décennies qu'on construise des digues, etc., vous croyez qu'on peut attendre encore longtemps? Et tous les ans avoir des maires qui demandent des subventions parce que leurs territoires sont inondés, etc., etc. Donc il y a une urgence d'agir qui ne peut se faire qu'à travers une structure qui existe aujourd'hui, qui est la métropole, tant mieux si c'est elle, hein, et qui permet de résoudre au mieux ces problèmes d'harmonisation, de coordination. On commence au niveau du rééquilibrage des territoires, parce que comment peut se faire le rééquilibrage du territoire s'il ne se fait pas avec une vision globale? Est-ce qu'on peut, tout à l'heure Jacques parlait des entités qui seraient regroupées dans un syndicat, pardon, je ne veux pas être brutal, mais un syndicat marshmallow, j'appelle ça comme ça, moi. Bon, qui ne déciderait rien en vérité, parce que c'est toujours comme ça que ça se passe. Nous sommes ici dans un syndicat, hein, Monsieur le Président. Voilà. Ce n'est pas un lieu où on prend des décisions stratégiques, ce n'est pas vrai. Et à partir de ce moment-là, ces urgences d'agir se traduisent à travers des compétences qu'on donne à quelqu'un. Ces compétences, on nous les a données à cette métropole, et elle agit. Et elle fait en sorte de fixer un certain nombre de programmes qui permettent d'envisager l'avenir dans toutes ces différentes compétences. La plus urgente, mais ils en souffrent en ce moment, c'est la pollution de l'air.
Et la plus urgente, c'est les 6600 morts par an dans l'aire métropolitaine. Il faudrait qu'on attende encore des années pour se décider, entre élus, pour savoir qui va organiser les choses, pour ne jamais rien faire, et laisser 6600 morts par an dans l'aire métropolitaine. Mais moi, je vis dans un monde de malades. Excusez-moi, je suis brutal, mais j'en ai ras-le-bol de tout ça. On a pris une décision, on a créé la zone à faible émission. Heureusement, il y a les 2/3 des maires qui, d'une manière responsable, nous ont suivis. Mais il y en a même à peine les 2/3. Mais il y en a un tiers qui ne suit pas. Et le problème est que nous n'avons pas l'autorité pour l'imposer. Donc il y a, l'urgence à agir dans différents domaines. 2, les compétences qu'on donne à celui qui doit agir. Alors quel que soit celui qui doit agir, si c'est l'État, tant mieux. Et le vieux gaulliste que je suis serait ravi que l'État reprenne ses marques et fasse le boulot à notre place. Ce n'est plus le cas. Il n'y a plus d'État. Et puis nous, on n'a pas d'organisation. C'est un peu compliqué. La métropole existe, eh bien elle agit. Et à partir de ce moment-là, vous avez incontestablement une réflexion qui doit se produire. Et je comprends bien, est-ce que la zone dense continue, ce n'est pas un peu étroit? Et est-ce qu'il faut penser aux autres territoires autour? Mais bien sûr, mais plus tu repousses le périmètre de la métropole, plus tu crées des zones qui sont des zones de l'autre côté du nouveau périmètre qui poseront les mêmes problèmes que ceux qui sont à l'intérieur. C'est quelque chose dont on ne s'en sortira pas. Parce que la vérité, c'est que lorsque le gouvernement socialiste a redessiné les régions, il a manqué, pardon mon cher Jean-Yves, il a manqué une étape. Car il aurait dû redéfinir la région parisienne, et à partir du moment où il l'aurait redéfinie, la métropole aurait tout naturellement trouvé sa place. Eh bien c'est vrai, mais ce n'est pas fait. Et nous, on est là. Bien, donc on fait notre travail. Alors, excusez-moi, je termine là-dessus, parce que tu as dit quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est toujours le vieux gaulliste, c'est l'aménagement du territoire. S'il y avait une politique d'aménagement du territoire dans ce pays, on n'en serait pas là. On n'en serait pas là. Parce qu'il y aurait bien quelqu'un quelque part qui dirait, mais au lieu de laisser, nous on nous demande à la métropole de construire 39 000 logements par an dans l'aire métropolitaine, mais personne n'en parle. Mais il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on décide. Et s'il y avait de l'aménagement du territoire, on aurait prévu des pôles de développement économique répartis un peu dans le pays, autour de la capitale, de telle sorte que ces flux de personnes qui viennent à Paris chercher des logements qui n'existent pas et des emplois qu'il n'y a plus, s'orientent vers des endroits où il y a des emplois ou des endroits où on peut créer le logement. Et ça, c'est le rôle de l'État, il l'a abandonné. Et nous, on subit les contre-coups de tout ça. Alors on essaie de faire face. Je ne défends pas la métropole, là. Je dis simplement qu'elle a la chance d'exister. Je vais terminer par là. J'ai voté contre le texte, donc je suis à l'aise. Mais je me suis dit on ne peut pas laisser échouer la création de la première métropole du Grand Paris. J'ai proposé à mes collègues de gauche qui l'ont accepté, merci, alors que la droite est majoritaire avec le centre, de partager le pouvoir dans la métropole. C'est ainsi que je me retrouve avec Mme Hidalgo, première vice-présidente. On s'entend très bien, ça se passe très bien. Il y a des vice-présidents communistes, il y a des vice-présidents centristes, etc. Donc déjà, on a apaisé l'environnement politique. Jean-Michel, Jean-Yves, dont tu es témoin, on a voté à 98% toutes les délibérations à l'unanimité. Il y a 209 conseillers métropolitains. Donc on a réussi déjà à être un lieu de dialogue et de travail où on réussit ensemble dans l'intérêt des populations. À partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire pour simplifier les choses? Le président de la République, il a été habile. Il nous a laissé une chance de réussir, parce qu'il aurait pu tout changer. Non, je crois qu'il a laissé à la métropole le soin, dans sa structure actuelle, bien sûr, de démontrer si elle pouvait être lisible et crédible. Ça fait 3 ans qu'on existe. 3 ans. La région, ça fait combien? 80 ans à peu près, la région. Les départements, ça fait 2 siècles, etc. 3 ans, la métropole du Grand Paris. 7 200 000 habitants. 1 minute encore, monsieur le bourreau, s'il vous plaît. Arrêtez de tirer dessus, de vouloir la tuer absolument, uniquement parce que ça gêne qu'elle existe. Le problème est de savoir comment on s'organise mieux. Je suis d'accord. Mais ce n'est pas en critiquant la métropole qui existe aujourd'hui qu'on arrivera à construire quelque chose qui marchera mieux demain. Et le président, il a voulu, à mon avis, par pragmatisme, nous laisser une chance de réussir. Et à partir de là, moi, je lui fais confiance. Pour qu'après les municipales, il puisse apporter des correctifs qui devront intervenir, et je suis tout à fait favorable, qui devront se dérouler dans des conditions de discussion entre nous, mais à partir de ce qui est acquis, et non pas à partir de ce qu'on veut faire disparaître. C'est ça l'important. Alors tout à l'heure, tu parlais de travail en commun. Moi, je pense que la métropole existante telle qu'elle est, déjà, il y a énormément de problèmes à résoudre. Énormément de problèmes à résoudre. Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de tous les résoudre, mais on les affronte au quotidien.
Mais avec les territoires limitrophes, on a inventé des conventions stratégiques de coopération sur des thématiques particulières. Si les territoires veulent travailler avec nous, ils nous disent sur quelle thématique, on signe la convention et la métropole engage un processus. Il n'y a pas de problème. On peut apporter des financements, des soutiens. Tout à l'heure, tu parlais d'inventant les métropoles, c'est une forme de coopération. L'air de rien, personne n'en parle. Moi, je veux bien qu'on traite la métropole de tous les maux, mais en l'espace de 3 ans, on a lancé le concours Inventant les métropoles du Grand Paris, qui a été le plus grand concours d'urbanisme et d'architecture d'Europe. On a levé 11 milliards et demi, j'ai dit 12 milliards pour arrondir au-dessus, hein, d'euros de fonds privés pour construire dans 81 villes des quartiers entiers ou des éléments de quartier, comme chez toi d'ailleurs. Personne n'en parle. On cherche de la croissance, elle est là. On va créer 80 000 emplois à terme. Mais nous sommes dans l'action à la métropole du Grand Paris. Nous y sommes. Alors qu'on améliore les choses pour aller plus loin, moi je suis d'accord, il n'y a pas de souci, c'est un problème de compétences. On ne peut pas continuer à avoir des compétences partagées. Ce n'est pas possible. Donc première chose, supprimer les compétences partagées et donner à l'entité qui a une vision la plus globale la compétence qui permet d'exercer cette vision. Et à l'entité qui a une vision plus limitée, la plus réduite, pardon, pas limitée, réduite, la compétence au niveau de la proximité. Je suis favorable à la métropole des maires. La base de la démocratie de proximité, c'est le maire. Et si on ne continue pas à voir la métropole à travers la métropole des maires, on commettra une grave erreur. Parce qu'on ne peut pas se passer des maires pour construire ce que j'appelais tout à l'heure l'aménagement du territoire local. Et ça, c'est le plus important. Donc, il faut laisser une métropole des maires exister, il faut clarifier les compétences et il faut supprimer un élément de la hiérarchie du millefeuille, là. Je comprends très bien qu'il y en a trop. Là sera au soin le débat de voir comment il faut en supprimer un, parce que ça paraît indispensable, de telle sorte qu'il y ait un regroupement des activités et des compétences. Par exemple, je ne veux pas critiquer les territoires, ce n'est pas mon but, parce que je participe à un territoire, le pôle, qui marche très bien, mais il y a 11 politiques de la ville différentes. Est-ce qu'il est logique, dans un périmètre global de 7,5 millions d'habitants, où il y a des poches de pauvreté énormes, où il y a des quartiers en déshérence terrible, est-ce qu'il est normal qu'il y ait 11 politiques de la ville différentes? Elles peuvent même être contradictoires et opposées, elles peuvent l'être. Rien ne les oblige à être coordonnées. Moi, je pense que c'est une absurdité. Il faudrait qu'il y ait une politique de la ville pour les 7 millions d'habitants et ça aurait plus de sens. Je pense que la métropole devrait être une entité qui est dotée d'une autorité pour être autorité d'organisatrice des transports de deuxième rang, la région étant principalement la responsable des transports, pas de problème, mais nous, qu'on puisse s'occuper des circulations douces, etc., c'est la proximité, la métropole peut le faire. Donc il y a une vision des compétences qui doit évoluer, mais avec celles que nous avons déjà, je vous assure qu'il y a du pain sur la planche. Alors bon courage à celles et à ceux qui veulent imaginer l'avenir. Je suis favorable pour aider à une construction. Je ne suis pas bloqué, puisque je vous dis, je n'ai pas voté pour la loi, donc je peux imaginer qu'elle évolue. Je peux surtout imaginer que la métropole qui est là pour rendre service à la population soit encore plus efficace que celle qu'on a essayé de faire. Nous sommes fiers, avec toute l'équipe qui est là, hein, et je pense à ceux qui ne sont pas là, mais qui nous ont accompagnés. En 3 ans, nous avons eu le sentiment d'être utiles à la population. C'est notre fierté. On va rendre la clé aux prochaines élections municipales, mais nous avons cette fierté. On aura construit la première métropole du Grand Paris. Et je ne pense pas qu'on aura déçu ceux qui attendaient quelque chose. Je vous signale que Lyon, ils ont mis près de 12 ans pour construire la métropole. Ils sont quand même bien moins nombreux que nous. À Marseille, ils ne sont jamais arrivés. Et nous, en 3 ans, on est arrivé à faire quelque chose dans un consensus politique qui fait honneur à la classe politique. Eh bien, je suis content de le dire. Merci. Merci beaucoup. Vincent Jeanbrun, c'est pas forcément facile d'exprimer une position quand on préside un syndicat dans lequel il y a à la fois la région, la métropole, les territoires, les communes, et qu'on n'a pas forcément envie de se fâcher. Alors qu'est-ce que vous dites de tout ça? Alors d'abord, je suis extrêmement heureux de pouvoir avoir ce type de parterre et ce type de débat et d'échange, puisque vous le voyez, c'est la grande force du Forum métropolitain, c'est de pouvoir avoir des avis divergents, des avis pas toujours convergents, mais qui s'expriment, qui s'écoutent et qui peuvent parfois amener à une construction nouvelle. Et c'est vraiment l'ADN du Forum métropolitain. Et j'en salue les pères fondateurs qui, très tôt, ont eu la vision éclairée. Vous savez,
Il y a deux expressions qui me viennent en tête. La première, c'est celle des essuie-glaces. Le forum métropolitain, c'est un espace de débat. Et on dit souvent que le débat, c'est comme les essuie-glaces. Ça n'arrête pas la pluie, mais ça permet d'avancer. Et le forum métropolitain, il ne résout pas tous les problèmes. Mais par contre, il permet de faire avancer le débat. Et ce débat, il doit vivre. On l'a vu, on l'a senti là autour de la table. Il y a des avis différents et donc des avis divergents. C'est la deuxième expression qui me vient en tête. Vous savez, on dit parfois j'espère que ton avis est différent du mien parce qu'à la fin de notre conversation, je serai riche de deux avis. Et c'est aussi cette richesse qu'on a là. Et ça m'amène à reprendre un peu, en tant que président du forum, les débats qu'on a pu avoir encore ce midi en bureau et très régulièrement, sur le fait qu'il faut avancer sur deux jambes, ou plutôt dans deux temporalités différentes. Il y a celle de l'immédiateté, et Patrick Ollier le disait très justement, il y a énormément de sujets sur lesquels il y a urgence, et sur lesquels il faut se saisir des outils qui sont là, à notre portée, et qu'on peut saisir, en donner le maximum, et je sais Patrick que tu ne te ménages pas avec les membres du bureau de la métropole pour donner le maximum de ce que peut donner cette métropole avec les contours que lui a donné la loi, et vous le disiez très justement, on ne les a pas tout à fait choisis, on ne les a pas tout à fait dessinés ces contours-là. Et dans cette immédiateté, il ne faut pas trembler, il faut avancer. Et après, ça ne doit pas nous empêcher effectivement de nous interroger sur le devenir, comme on sait le faire au Forum métropolitain. Quand on lance une étude et une consultation internationale avec le tour de table que vous évoquiez, en allant de l'État, la région, la métropole, Paris, les territoires, les villes, etc., pour penser les routes et les mobilités du futur 2024-2050, eh bien effectivement, il ne faut pas qu'on hésite à se dire, il y a un besoin de se dire, on a testé la métropole, on lui a donné vie, elle a été très forte pendant 3 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les 10 prochaines années? Qu'est-ce qui se passe pour les 15, les 20, les 30 prochaines années? Et ça, je crois que là-dessus, tout le monde est d'accord pour ce débat-là. Et Patrick le disait très justement. Bien sûr, il faut toujours tirer le bilan, regarder ce qu'on peut améliorer, où est-ce qu'on peut assouplir, etc. Il y aura cette question de la légitimité démocratique, c'est très important. Où est-ce qu'on la place? Moi, je suis maire avant tout, et c'est vrai que Patrick a toujours été très attentif à ce que la métropole soit la métropole des maires. Et donc, comment on fait en sorte que le maire soit au cœur de la machine? Mais il ne faut peut-être pas qu'il soit tout seul non plus. Donc, comment est-ce qu'on crée les instances de dialogue qui ne sont peut-être pas figées dans une institution, mais peut-être à travers... Ça peut être un pôle métropolitain, ça peut être des syndicats mixtes, ça peut être tout simplement des rencontres autour du préfet, mais qui permettent à chaque collectivité de se parler. Parce que autant on voit bien la nécessité pour les villes de se mettre de l'en commun pour résoudre des problèmes qui les dépassent en tant que structure, en même temps il ne faudrait pas que la métropole souffre du même mal, c'est-à-dire que comment la métropole demain dialogue avec la région, avec les départements, avec ses territoires, avec les communes, et au-delà de ça, avec les autres métropoles, puisque ce qui se passe en Normandie, du côté du Havre, ne peut pas nous être indifférent ici en Île-de-France et particulièrement dans la métropole. Donc la question de cette table ronde était de dire où est-ce qu'on en est de la gouvernance suite au fameux livre ouvert. Eh bien, ça a été dit tout à l'heure, le livre reste entièrement ouvert et il va falloir pour nous tous continuer le dialogue et le débat. Grâce à la présidence qui m'a été confiée du Forum métropolitain, j'ai eu la possibilité d'exprimer la volonté du Forum de réouvrir le débat, de se saisir de la question de la gouvernance institutionnelle, pas pour essayer de tout chambouler encore une fois à court terme, mais bien pour se dire quelle sera la gouvernance idéale d'un Grand Paris qui évolue. La métropole et la zone dense ne sera pas la même le jour où on inaugure toutes les gares du métro du Grand Paris Express. Son visage en sera transformé. Ça évolue tout autour de nous, y compris dans les autres régions. Comment on intègre ça? Et puis comment on intègre le statut ville-monde de Paris, qui est fondamental. Et effectivement, on l'a peu abordé sur cette table ronde-là. Ça a été abordé à d'autres moments dans la journée. Mais comment on fait en sorte d'être en capacité demain de faire mieux vivre nos populations, de limiter les déséquilibres, et puis également d'être capable de rayonner à l'échelle internationale et d'accueillir le monde dans une métropole dont on soit fier. C'est tout ça l'enjeu de demain. Très bien, mais écoutez, merci infiniment. Est-ce qu'à ce stade, et avant que je demande à chacun d'entre vous de dire votre conclusion en quelques mots, est-ce qu'il y a des demandes d'intervention, des questions? Madame Deketler-Anna, c'est à vous. Oui, merci. Peut-être, effectivement,
10 ans du Forum métropolitain, je ne sais pas, les historiens y travailleront, c'est pas sûr que ce soit 10 ans du Forum. Un certain nombre, je pense un certain nombre de personnes et d'acteurs espéraient que de la même manière que la conférence métropolitaine s'était transformée en Paris Métropole, espéraient que Paris Métropole serait le creuset de ce qu'on appelait le Grand Paris Métropole. Et c'est vrai qu'il y a eu un moment charnière quand le livre vert n'a pas pu devenir un livre blanc avec toutes les déceptions que ça a généré. Et pourtant le gouvernement de l'époque a plusieurs fois tenté de redonner la main. Aujourd'hui, la situation est celle qu'elle est. On peut dire qu'il y a des choses qui ont progressé par rapport à il y a 10 ans. J'étais assez sensible, par exemple, à l'intervention de Daniel Breuillet. Certes, il y a des choses qui ont progressé, mais la situation elle est très critique. On a parlé du rapport qui a fait date de l'Institut par rapport aux ségrégations spatiales et territoriales. On voit la situation, l'urgence écologique dans laquelle on se trouve. Et on ne peut pas s'empêcher, c'est aussi la question que posait Sybille Vincendon par rapport s'il y avait la fusion du 78 et du 92, ça poserait non seulement un problème à la métropole et au Grand Paris, mais je pense à la région, de finalement et ce débat n'a pas l'air très présent, quel Grand Paris on veut construire. Patrick Ollier disait l'essentiel, c'est effectivement que les choses avancent et qu'il y a une dynamique, mais souvent on a l'impression que ce débat institutionnel qui n'en finit pas, je pense qu'il était même peut-être plus riche qu'il y a 10 ans, il se fait au détriment de ce qui préoccupe les habitants, les citoyens. Quelle vision on a du Grand Paris ? Pourquoi on oppose toujours l'attractivité et même le rayonnement avec la solidarité ? Comment dans cette coopétition, pour employer un jargon des villes-mondes, comment on veut positionner notre métropole ? Sur quelles valeurs ? Avec quelle manière de s'appuyer sur les quartiers délaissés de la République pour renforcer l'attractivité des grands groupes et des territoires ? Et on a l'impression que ces questions-là n'ont pas lieu et qu'on va encore avoir des élections municipales où le Grand Paris en est l'absent. Donc je pense personnellement que la force d'impulsion de Paris Métropole s'est épuisée au moment où il est devenu le Forum métropolitain. Peu importe finalement, mais je crois que la situation de la crise est profonde et qu'il serait important de renouer avec le débat sur qu'est-ce qu'on veut porter comme politique publique plutôt que de ressasser toujours les mêmes débats. Merci. Vincent Jeanbrun, vous vouliez réagir ? Oui, parce que vous disiez le Grand Paris va être le grand absent des élections municipales, c'est un risque très fort. L'expression Grand Paris est rentrée dans le vocabulaire, mais bien souvent, quand nos concitoyens nous parlent du Grand Paris, ils pensent au métro. Donc le mot est rentré, mais ce que ça peut recouvrir est encore très varié et très complexe. Et quand vous dites il ne faudrait pas que le Grand Paris soit encore le grand absent des municipales, il ne faudrait surtout pas que ce soit le bouc émissaire des municipales. Et ça, on le vit énormément. Et on est en train de faire, à notre échelle métropolitaine, ce que les élus nationaux ont parfois fait avec l'Europe. C'est-à-dire quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est pas nous, c'est le territoire, c'est pas nous, c'est la métropole, et au niveau national, c'est pas nous, c'est l'Europe. Et là-dessus, on a un enjeu commun pour faire vivre ce fait métropolitain et affirmer, être en capacité d'affirmer courageusement que oui, c'est en construction, mais qu'en revanche, ça n'excuse pas tout. C'est vrai qu'en tant que maire, on a toujours du mal à lâcher les PLU, l'aménagement, etc. Je lance pas ce débat-là tout de suite, mais en revanche, il y a des sujets, c'est une évidence qu'on ne peut pas les résoudre seul. Et se défausser sur le Grand Paris, ce qu'on fait régulièrement, et c'est pas Daniel qui me contreriera, au niveau du territoire 12 parfois, dont on est, les débats peuvent virer sur ce défaut majeur qu'on a de ne pas assumer des difficultés qu'on peut avoir localement. Et donc c'est une question qui mériterait une table ronde à part entière. Comment on arrive à faire comprendre à nos concitoyens le rôle exact de la métropole et le fait qu'elle peut avoir ses qualités, elle peut avoir ses défauts, mais en tout cas ça ne peut pas être le bouc émissaire de tout le monde, et pareil pour les territoires d'ailleurs. Enfin, voilà ce qui m'inspirait comme réaction votre intervention. Y a-t-il d'autres... oui, ici. Étienne Chauffour, France Urbaine, et je suis désolé de ne pas avoir participé à toute la journée, mais comme Patrick Ollier, nous avions aujourd'hui un autre événement métropolitain, trois éléments. Déjà, pour féliciter du travail qui a été fait, et notamment par le Forum. C'est vrai qu'on travaille en parfaite solidarité. Dire également, c'est un témoignage qui a été porté ce matin par Christian Estrosi,
Il a quand même rappelé que la métropole de Nice, d'ailleurs, ce n'était pas vraiment la question de l'urbain du rural. Hein. Lui, il rappelle souvent qu'il a des territoires jusqu'à 1300 mètres, des villages, des stations de sport d'hiver. Mais qu'en revanche, il a dit, et je pense que c'est important de souligner, que la métropole s'est constituée en 30 années et qu'on ne peut pas toujours se mettre la barre très haut, que le plus grand territoire soit celui qui doit absolument aller plus vite. En fait, le dernier élément, et je crois que là aussi, il n'est pas question d'opposer les uns les autres, est-ce qu'il faut plus de PT, plus de... Je dirais, on est tous membres de la même structure et de la même envie. Il se trouve que j'ai été, dans une vie antérieure, maire de Juvisy pendant 17 ans. Et je me souviens très bien du tout début de l'intercommunalité. Nous sommes la deuxième intercommunalité à s'être constituée en Île-de-France. Et à cette époque, il y a à peine 15 ans, une intercommunalité en Île-de-France, ce n'était pas pensable. C'était réservé aux territoires ruraux. Donc, souvenons-nous d'où nous venons et peut-être un message dans ce domaine-là. Ce sont toujours les élus qui ont raison. Si on attend en permanence que ce soit l'État qui fasse la loi pour Paris, alors que partout en France, ce sont les élus qui assument leurs responsabilités, qui dessinent leur territoire, qui décident des compétences, je pense que nous irons à l'envers de l'histoire. Très bien. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres prises de parole à ce stade presque tardif? Bon, eh bien, si ce n'est pas le cas, je demanderai à chacun de dire 3 mots, s'il veut bien. Sybille, n'est pas d'autres annonces? Si, j'ai une annonce quand même. Je veux bien sur Inventons la métropole qui est 11 milliards sur la table, mais enfin c'est plutôt la promesse de don que le don pour le moment. Soyons raisonnables et prenons notre temps. D'autre part, je m'interroge aussi sur la création de la métropole par le marché, mais ça c'est une autre question. Vous êtes là pour le réguler, le tempérer. Enfin, j'espère que ce ne sont pas les investisseurs qui feront la métropole. Et alors, sur une question plus philosophique, vous avez parlé, Monsieur Ollier, d'une vision globale et en même temps, la métropole est quand même un club de maires, ne prenez pas l'expression mal, c'est un regroupement de maires, on va être plus sobre que ça, et on aperçoit la tension que ça porte dans la question de la construction, de l'aménagement et, in fine, de la signature du permis de construire. Et je pense qu'il y a une contradiction, une tension difficile à gérer et difficile pour l'avenir entre l'aménagement qui est forcément dans notre région, en tout cas dans la métropole, quelque chose qui a du mal à se gérer au niveau communal, puisque les gens, qu'est-ce qui fait la métropole? J'adore, moi, la formule de Jamel Clouche, je vous la livre. La métropole, ce n'est pas un périmètre qu'on peut dessiner, c'est une condition qu'on peut décrire. Parce que ce qui fait la métropole, c'est la condition de vie, c'est les déplacements, c'est les mobilités, bref, ce sont les gens qui la font. Alors, à partir de là, c'est difficile de raisonner parfois l'aménagement sur la seule commune. Et vous aviez parlé des déséquilibres, effectivement, sur les emplois, sur les logements. Si on arrivait à avoir la formule magique pour que les gens travaillent à 5 minutes à pied de chez eux, on l'aurait quand même appliqué depuis longtemps. Donc, je pense que tôt ou tard, la question de la commune comme cellule ouvrière de la métropole se posera et qu'elle ne sera pas facile à résoudre. Michel Bisson, en quelques mots. Peut-être dire que moi, de tout ce que j'ai entendu, je suis très confiant. Et je pense qu'il faut que nous le soyons, confiants et volontaires. À la fois parce qu'on voit bien que sur tous les territoires, il y a 1001 initiatives absolument remarquables et étonnantes, que le Forum métropolitain a fait depuis 10 ans un travail remarquable et du coup le fait métropolitain parisien existe maintenant, que la métropole du Grand Paris, sous la conduite de Patrick, a maintenant une identité forte, une reconnaissance en 3 ans, qui est quand même assez exceptionnelle, alors que quand on compare à la métropole de Lyon, elle a débuté ses premiers travaux en 1967 de mémoire. Donc on voit évidemment le temps court sur lequel nous sommes. Et puis je crois aussi beaucoup à la pression de la transition sociale et écologique, c'est-à-dire qui sans arrêt évidemment nous rappelle à l'essentiel. Et je crois que tout ça est fondamental. Et je crois aussi que sur la vision de la métropole, et je pense que tous les élus, je dirais, la partagent, en tous les cas tous les élus républicains, et que le choix maintenant, ou je dirais la responsabilité qui est la nôtre, c'est effectivement que ce soit les élus qui inventent le scénario d'après, et d'abord les élus, et je pense que les élus républicains de ce point de vue-là doivent se retrouver, parce que s'ils ne se retrouveraient pas, ça pourrait être dramatique pour notre pays. Très bien. Monsieur Ollier.
Quand tu dis républicains, tous ceux qui sont républicains, c'est ça? Avec un petit R, avec un petit R. Bon, je plaisante. Moi, je ne peux pas dire autre chose que ce que nous faisons à la métropole, c'est-à-dire qu'on met sur la table pour l'avenir quelque chose qui, merci de le dire, est lisible et crédible aujourd'hui, qui a le mérite d'exister, mais qui est perfectible. Je n'ai pas la prétention de dire que ce que nous faisons, si, ce que nous faisons, je pense, est bien fait, mais que ce que nous faisons est la seule chose qu'on puisse faire. Et je pense qu'on peut largement améliorer les choses dans l'avenir. Ce qu'il faut, c'est en discuter sans enjeu de pouvoir. Et ce que je disais tout à l'heure, en m'énervant un petit peu parce que c'est pénible, l'impression que chacun est accroché à son précaré et ne veut surtout pas discuter avec l'autre. C'est un problème. Donc il faut que quelqu'un au-dessus soit capable de mettre tout le monde autour de la table pour faire en sorte que ce soit la meilleure logique possible qui soit engagée dans l'intérêt des populations et que cette meilleure logique possible puisse partir du principe d'efficacité. Comment être le plus efficace possible pour la population. Tout à l'heure, vous avez quelque chose qui m'a choqué. Je vais vous le faire remarquer. La métropole n'est pas donnée aux aménageurs. Et heureusement qu'il y a les aménageurs pour faire en sorte que la métropole puisse avoir des moyens de créer de la valeur ajoutée, de créer de la richesse et de créer des emplois. C'est eux qui le font. Ils le font sur le cahier des charges des maires, car c'est les maires qui décident du cahier des charges, que les aménageurs ensuite mettent en œuvre. Donc il n'y a pas de problème, l'affaire est bien contrôlée et elle est sous le contrôle des élus. Mais il est bien évident que si on veut développer l'attractivité au niveau mondial, ça part de Paris quand même, qui est la ville-monde, mais ça part aussi de tout le rayonnement autour de Paris. Et ce qui fait métropole aujourd'hui, on peut aller plus loin, et tu as raison, il est bien important quand on regarde Séoul, quand on regarde... Moi, je me suis déplacé dans ces métropoles, puisque je fais partie du C40, et je n'ai pas vu de métropole qui soit assise sur autre chose que la zone dense continue. C'est la même préoccupation qu'il y a à Mexico, qu'il y a à Séoul, savoir comment on peut résoudre les problèmes de tous ces gens concentrés sur le même endroit. Et ils ne se posent pas de questions pour savoir comment il y a une cohabitation avec le semi-rural ou le rural. Ils établissent des collaborations avec le semi-rural et le rural, il n'y a pas de problème à régler. Et c'est des questions qui existent que chez nous, cela. Enfin, ce n'est pas grave. Moi, ce que je propose, c'est qu'à partir de cet acquis qu'on met sur la table, comme d'autres en mettent sur la table, le Forum métropolitain, cher Vincent, a le mérite d'avoir su se dégager des débats politiciens. Et nous avons voulu, dès le départ, lors de la création, Jean-Yves, faire en sorte que la politique ne dirige pas nos débats, que ce soit l'intérêt public qui les dirige, que ça se passe bien, que le forum soit le lieu de discussion pour faire évoluer les choses, tout à fait d'accord. Chacun met sur la table son acquis, et puis ensuite, avec l'État, on discutera de l'évolution de la loi. Je dis simplement qu'il faut faire attention de ne pas casser ce qui marche. C'est tout. Parce que c'est vrai que qui a cassé le vase de Soissons, je ne sais pas, mais ce qui est cassé, c'est compliqué de le recoller. Donc on part d'un acquis qui existe, je demande qu'on le préserve, et je demande que cet acquis fasse l'objet d'évolutions qui le rendent encore plus efficace dans l'intérêt général, pour l'attractivité certes, mais pour la solidarité, le rééquilibrage territorial. Je tiens beaucoup à ces deux composantes. Je n'entends pas beaucoup parler lorsqu'on parle des combats avec le développement de l'Alliance des territoires, etc. Je ne vois pas comment on peut gérer ces problèmes de solidarité et de rééquilibrage. Et pourtant, je suis alors républicain dans le sens du parti, hein, et pourtant, je suis un fervent défenseur du rééquilibrage territorial. S'il faut aider plus l'Est que l'Ouest, il faut aider plus l'Est que l'Ouest. Mais seule une vision globale dans un périmètre précis peut permettre de le faire. Voilà, donc à partir de ces données, faisons évoluer les structures pour que la prochaine métropole, l'étape 2, alors l'an 2 de la métropole, je ne sais pas comment on peut l'appeler, puisse permettre à celle qui existe déjà d'être plus efficiente pour les populations. Merci infiniment. Jean-Yves Le Bouillonnec, s'il vous plaît. Je ne veux pas jouer les anciens combattants, mais comme ça fait un moment que nous sommes dans ces problématiques, bien avant d'ailleurs la réunion à la maison de la RATP qu'avait organisée Bertrand Delanoë, puisque certains maires avaient déjà, je salue Daniel qui a partagé avec moi ce travail, étaient déjà rentrés dans des débats sur « mais tout seul, je suis foutu et ma commune n'avancera pas. Et ce que je veux pour mes habitants, je ne l'accomplirai pas si je le fais tout seul. »
Vous savez, c'est ça la question. Est-ce que les élus sont susceptibles de comprendre qu'ils ne détiennent qu'une partie des solutions dont ils ont impérieusement besoin pour développer leur territoire et pour répondre aux attentes de leurs habitants? C'est une question au niveau local, ça l'est au niveau européen, ça l'est même au niveau mondial. Et la vraie difficulté, c'est que vous ne réussissez que si l'envie est partagée par le plus grand nombre d'une manière intense et continue. Et l'une des difficultés de notre territoire francilien, c'est qu'il a été toujours une exception dans l'intercommunalité. Il y a même au Sénat des sénateurs qui ont empêché que l'on fasse dans l'Île-de-France ce qui a été fait partout ailleurs, c'est-à-dire qu'on impose l'intercommunalité. Et imposer l'intercommunalité dans les territoires régionaux, ça n'a pas été de forcer les gens, ça a aidé tous les élus à rentrer dans cette histoire d'intercommunalité. Et mon nom indique que même si je suis né qu'à Chanay, j'ai des embruns qui viennent de l'Ouest, je peux vous dire qu'il n'y a pas un maire, quand vous les voyez là-bas, qui n'attend de l'intercommunalité de porter leur incapacité à faire eux-mêmes et tout seuls. Donc, le vrai problème de la gouvernance au niveau francilien, au niveau métropolitain, c'est d'abord la volonté des élus. Et moi, je le dis, non pas avec le goût amer, mais avec l'hypothèse de la vérité, c'est parce qu'il n'y a pas, de la part de tous les élus, la volonté de passer à l'acte supérieur. Alors que pourtant, les habitants le demandent. Quand on a fait le Grand Paris, nous y étions, Jacques Gippé et moi, dans la commission que présidait Leroy, nous avons été dans la négociation avec... C'est qui a dit à l'État et à la région « Arrêtez vos histoires, vos deux réseaux ». Ce sont les habitants, dans les premières réunions publiques du Grand Paris. C'était extraordinaire. Les gens se demandent, mais vous vous moquez de nous. Il y a la Société du Grand Paris, l'État, il y a le préfet, de l'autre côté, il y a... Nous, on veut un seul réseau et on vous demande de faire ce qui va régler notre problème. C'est comme ça que ça s'est passé. Et Paris Métropole, par exemple, lance une enquête sur les Parisiens, le sentiment parisien. Et on filme tout ça, on réunit tout ça et on utilise les roches. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend les gens dire « Ah non, mais moi je suis parisien !» Ah oui, vous me questionnez ici, j'habite ici, je ne dis pas la ville. Hein. Mais moi je suis parisien. Non, non, mais pour moi, on est tous ensemble. Là, D'ailleurs, on est tous parisiens dès qu'on a quitté l'Île-de-France, je vous l'indique. Et je me permets de vous signaler deux choses. D'abord, la région Île-de-France, comme la métropole, l'étranger ne le connaît pas, ils connaissent Paris. Deuxièmement, vous remarquerez que tous les noms, 9 noms sur 12 des territoires, ont intégré le Grand Paris dans leur appellation. C'est pour vous dire que le vrai problème, il est comment on vit dans cette réalité que porte nécessairement Paris. Imaginez un seul instant qu'une ville à 3 km de Paris ne soit pas dans la convergence permanente de travail avec Paris, capitale, riche, ayant des potentialités, c'est imaginer qu'on n'assume aucune responsabilité dans nos communes. Donc pour moi, il y a un problème de volonté. Je crois vraiment que si on n'absorbe pas cet enjeu par la volonté partagée, je le dis, Vincent, à la génération des élus qui porteront cette histoire, s'il n'y a pas cette volonté, vous serez dans l'échec. Parce que pour répondre à l'attente des habitants, il n'y a pas d'autre solution que le partage des compétences, que le partage des moyens et que le partage en réalité de l'hypothèse du coup d'après, qu'on ne peut faire qu'avec les autres. Et moi, le problème de la gouvernance, vous savez, quand on a découpé le département de la Seine, on a demandé à qui? Bassement politique. Me séparer de Bagneux, qui est de l'autre côté de Cachan, par la Nationale 20, un les Hauts-de-Seine, d'autres le Val-de-Marne, je n'ai jamais eu l'explication, ou plutôt si, je l'ai eu, politique. Et les départements n'ont été conçus que dans une approche purement politique. On ne s'est absolument pas soucié de ce qu'étaient les bassins de vie avant, comment les gens vivaient, comment les notaires à Cachan, les habitants allaient à Montrouge voir le notaire, comment ils allaient... C'est ça, cette réalité. Or, on ne peut pas continuer à faire comme ça. Et donc, ce qu'il faut qu'on arrive à construire, c'est une capacité pour les élus de dépasser leur propre approche des problèmes. Et je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on a les électeurs
qui vous demandent de faire ce que pourvoient les élus, autrement vous virent d'ailleurs, les maires bâtisseurs, les maires qui ont fait des tas d'initiatives un peu complexes, payent cher l'addition d'être en contradiction avec ce que décide une partie de leur population. Mais le processus éducatif des citoyens va dans les deux sens et on peut construire avec les citoyens des hypothèses. Mais sur le fond, l'idée, c'est d'accepter à la fin de partager ce territoire. C'est quoi cette guignolade des Hauts-de-Seine et des Yvelines? C'est quoi cette histoire? Et moi, ce que je reproche à l'État, c'est de ne pas hurler de rage en disant non. C'est un scandale ce qui est en train de se faire. Vous le savez tous, on le sait tous. Les riches qui se mettent avec les riches. Et cette histoire-là, on ne peut pas la maîtriser parce qu'il n'y a pas la gouvernance. Parce qu'on n'est pas capable de dire non. Et moi, je pense, et je m'excuse de ce coup de gueule, mais après tout, cette histoire appartient au disque de ce que j'aurais pu faire. Je dis que le problème de la gouvernance, s'il est décroché du niveau politicien, s'il retourne à ce qui est l'essence des mandats des élus, et je reconnais à la presque totalité de nos collègues l'attention à cet enjeu, de répondre à l'attente de la population, il n'y aura pas de difficulté. Si on parle des projets, si on parle de l'intérêt collectif, si on parle du soutien à ceux qui ont le plus de besoins, si on parle de la solidarité. Et le problème de la gouvernance, je vous l'assure, ce n'est pas intellectuel. C'est au cœur d'un vrai problème, d'une clé. Et si les élus de ce territoire, avec les citoyens, sont capables de la tourner, ça ira bien. D'autant que, je me permets de le dire, l'État n'est plus au rendez-vous. Il n'est plus au rendez-vous. Je vous invite beaucoup à lire le journal du Grand Paris. Je remercie Jacques et toute son équipe parce qu'ils ont fait un travail remarquable. Notamment, ils sont venus nous chercher un peu dans nos tripes, faut dire ce qui est. Et on a essayé de dire chacun les choses. On a raconté des histoires sur l'Assemblée, et je trouve que ce document montre que ce sont aussi des histoires de femmes et d'hommes engagés dans leurs convictions politiques et dans leurs enjeux. Voilà. Je m'excuse d'avoir haussé le ton, mais après tout, c'est le moment où le ton doit être haussé quand on parle de l'avenir de la métropole. Tout à fait. Et puisqu'on en est au remerciement, je vous propose qu'on applaudisse Frédéric de Bailleul, qui est là, et qui, depuis le début de la matinée, essaye de synthétiser nos débats. Voilà. Merci beaucoup. Pour vous dire, avant de passer la parole à Vincent Jeanbrun, à tout seigneur, tout honneur, qui va conclure l'ensemble de cette journée, vous dire qu'il y a un photocall comme à Cannes en sortant, donc n'hésitez pas, c'est le moment de vous faire immortaliser. Vincent, c'est à vous. Merci. Un petit mot par rapport à cette table ronde et puis plus largement pour conclure les tables rondes de la journée, si vous me le permettez, en essayant de ne pas être trop long. La première chose, c'est 10 ans, ça paraît extrêmement court, et pourtant, quelle richesse. Moi, j'ai eu la chance de prendre la suite de ce qu'on appelle les pères fondateurs, cher Jean-Yves, celles et ceux qui ont été les visionnaires. Et vous imaginez, pour un élu de 35 ans, ce que c'est de pouvoir emboîter le pas à cette dynamique qui a été lancée il y a 10 ans. C'est évidemment très fort, et surtout, c'est lourd de responsabilité. On a des mandats très courts, la présidence ne dure qu'un an au Forum métropolitain. Mais une fois qu'on a goûté à ce que c'était que cet esprit collaboratif, cette capacité à générer un lieu où on défend l'intérêt général avant toute autre chose, eh bien, je crois qu'on est vite addict et on a envie que ça continue. Et donc, je vous incite, celles et ceux qui auraient envie de prendre une bonne bouffée d'intérêt général, à venir voir nos débats, voir nos travaux au sein du Forum métropolitain. Donc, un grand merci à tous ceux qui ont permis ce rendez-vous des 10 ans, qui travaillent depuis 10 ans et parfois même 20 ans. Un grand coup de chapeau à eux, un big up comme on dirait aujourd'hui. Bravo les gars. Et évidemment, ça me donne envie de vous dire, rendez-vous dans 10 ans. Et j'espère sincèrement qu'on aura l'occasion de retrouver cet esprit, qu'on aura pu enrichir beaucoup de sujets pour l'enjeu de nos territoires, peut-être permis à la métropole de passer à la version 2.0 parce que tous ensemble on aura fait le lobbying nécessaire pour obtenir encore plus de moyens et pérenniser l'action volontaire de la métropole. En tout cas, je crois vraiment que tous ceux qui ont défilé aujourd'hui, que ce soit sur cette tribune ou dans cette salle,
partagent cette ambition. Et au vu de la qualité et de l'intelligence de tous ceux qui s'y sont succédés aujourd'hui, je me dis qu'on va réussir notre coup et qu'on va réussir à générer la métropole 2.0 de nos rêves. Et ça passera bien sûr par la volonté politique que tu évoquais, cher Jean-Yves. Merci beaucoup. Pour le reste, simplement, justement, un petit merci. D'abord, un grand merci à vous, au Journal du Grand Paris, et à vous, cher Jacques Paquier. On a eu la chance de vous avoir pour animer les débats toute la journée. On vous a eu comme partenaire, et donc vous sortez un numéro spécial sur les 10 ans du Forum qui est de grande qualité. Et c'est vrai que les interviews sont poignantes. On sent que les élus, ceux que j'appelle les pères fondateurs, ont mis leur tripes dans cette aventure, et vraiment je vous invite à le lire en détail. Merci évidemment à nos partenaires de l'APUR et de l'IAU, on dit Institut Paris Région maintenant, qui nous ont accompagnés dans la préparation sur le fond de cet événement. Merci bien sûr à tous les invités qui se sont succédés aujourd'hui, en particulier ceux qui se trouvent autour de moi aujourd'hui, particulièrement au président de la métropole qui s'est rendu disponible pour être à nos côtés. Un petit mot au Casino de Paris qui nous a fait un accueil de grande qualité. Et vous disiez à tout seigneur, tout honneur, un grand tonnerre d'applaudissements à l'équipe du Forum métropolitain. Ils ne sont pas nombreux, mais ils abattent énormément de travail. Donc s'il vous plaît, applaudissez-les très très fort. Ils supportent les élus toute la journée, c'est vous dire s'ils sont courageux. Et vraiment un grand merci à vous qui êtes là présents à nos côtés. Et si vous êtes là dans cette salle aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que vous poussez à la roue, vous nous donnez de l'énergie pour faire en sorte de faire avancer la métropole et avec elle le Grand Paris. Merci à tous.